Bonjour et bienvenue à cette première activité éducative en médecine transfusionnelle sur les réactions transfusionnelles. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'appréciation en lien sous la vidéo à la fin de l'activité. Je laisse maintenant la parole à Dr Danielle Tabot, hémato-oncologue à l'hôpital de la Cité de la Santé ainsi que directrice de la Banque de sang. Merci Mélissa. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des réactions transfusionnelles. J'ai aucun conflit d'intérêt à dévoiler. Alors, les objectifs de la présentation vont être de connaître les réactions transfusionnelles les plus fréquentes, connaître le bilan de réactions transfusionnelles à faire et ne pas oublier de déclarer les réactions transfusionnelles. Alors, on va commencer par un petit quiz. Alors, selon vous, quelle est la réaction transfusionnelle la plus fréquente? L'allergie mineure, l'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel, l'hypotension post-transfusionnelle, la réaction fébrile non hémolytique ou l'infection bactérienne. Deuxième petite question, quel est le produit qui cause le plus de réactions transfusionnelles? Est-ce que ce sont les cryoprécipités, les immunoglobulines intraveineuses, le plasma frais congelé, les plaquettes ou les culots globulaires? Autre question, quelle est la première cause de décès associée à une transfusion? Est-ce la réaction du greffon contre l'autre transfusionnel? Est-ce la réaction hémolytique immédiate sur incompatibilité ABO? Est-ce le trali, l'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel ou la réaction allergique majeure? Lors d'une réaction transfusionnelle, il faut toujours faire un bilan de réaction transfusionnelle, faire des hémocultures, faire une déclaration de réaction transfusionnelle ou aviser immédiatement Héma-Québec. Dernière question, si un patient fait de la fièvre avant une transfusion de plaquettes, on ne peut pas donner la transfusion. On doit donner du Tylenol pour faire baisser la fièvre. On doit faire des hémocultures avant de débuter la transfusion. On appelle le médecin prescripteur. On appelle la banque de sang. Aucune de ces réponses. Alors, on va revenir sur les réponses du quiz à la fin de la présentation. Donc, voici le plan de la présentation. On va regarder l'incidence et la sévérité des différentes réactions transfusionnelles. On va passer à travers les signes et symptômes, les causes, le bilan, le traitement et la prévention des différents types de réactions transfusionnelles. On va revoir le bilan de réactions transfusionnelles à faire selon les réactions. On va parler de la REIAT à faire et ainsi que le consentement. Alors, selon les dernières données publiées par l'Institut national de santé publique en 2019, le taux de réaction transfusionnelle est de l'ordre de 1 sur 246 transfusions de produits labiles. Le taux de réaction transfusionnelle est de 1 sur 133 transfusions de plaquettes d'aphérèse. C'est donc les plaquettes qui causent le plus de réactions transfusionnelles. Parmi les réactions transfusionnelles, celles qu'on voit le plus souvent, ce sont des réactions fébriles non hémolytiques dans 40,7 des cas et des réactions allergiques mineures dans environ 27 des cas. On voit que le taux de réaction transfusionnelle déclarée diminue depuis 15 ans au Québec de l'ordre d'environ 8,9. On note aussi une diminution des décès, des infections bactériennes, des transfusions de produits ABO incompatibles, des réactions hémolytiques immédiates et des réactions de type TRALI, en raison principalement de l'amélioration des mesures de sécurité transfusionnelle. Toujours selon l'Institut national de santé publique, des données de 2019, il y a certaines erreurs à l'origine de l'administration d'un produit qui n'aurait pas dû l'être accompagné ou non d'une réaction. Donc, il y a eu 1251 déclarations, soit un taux de 1 sur 9000 unités transfusées environ. Et dans ces types d'erreurs, dans 15 cas, c'était des produits qui étaient non conformes. Dans 12 cas, c'était des produits administrés inutilement. Cas, c'était des produits compatibles administrés à une autre personne à qui elle était destinée. Il y a eu une erreur de produit administré et il y a eu un produit ABO incompatible administré. Si on regarde au CIS de Laval, les données, celles-ci sont de 2020.
On voit que les réactions, les plus fréquentes sont les réactions fébriles non hémolytiques. Il y a eu 22 cas dans l'année 2020, suivies par les réactions allergiques mineures, qui constituent 8 des cas déclarés. Il y a eu différentes autres réactions, dont 3 cas d'édème aigu pulmonaire et un cas d'hypotension post-transfusionnelle. Pour ce qui est de la sévérité, toujours selon l'Institut national de santé publique, 96 des réactions sont jugées non sévères. 99 ont peu ou pas de conséquences. Et en 2019, il y aurait eu 2 décès possiblement liés à un édème aigu pulmonaire post-transfusionnel, soit un taux de 0,2. Donc, c'est la cause la plus fréquente de décès, l'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel. Alors, voici les différentes réactions que l'on peut rencontrer. On va les voir là, une à une. D'abord, la réaction allergique mineure, c'est une réaction qui survient pendant ou jusqu'à 4 heures après la fin de la transfusion. Ça va se manifester par un érythème cutané ou un urticaire avec ou sans prurite. Il peut aussi avoir un léger édème, angioédème localisé. Il peut avoir des symptômes de gorge serrée, de toux, de voix rauque, mais il n'y aura pas d'obstruction respiratoire, il n'y aura pas de stridor, il n'y aura pas de détresse respiratoire. Il peut y avoir aussi des légers symptômes digestifs comme des nausées, des vomissements et des diarrhées. Les causes peuvent être multiples. Ça peut être un transfert d'IgE du donneur. Ça peut être aussi la présence d'allergènes dans le plasma du donneur auquel le receveur est allergique. Et ça peut être également dû à la présence d'anticorps anti-HLA. Dans ce type de réaction, il n'y a aucun bilan de réaction transfusionnelle à faire. Ce que l'on doit faire, c'est de suspendre la transfusion. On va souvent administrer du Benadryl. Et lorsque la réaction s'amende, on peut poursuivre la transfusion. Si le patient a tendance à faire des réactions allergiques mineures à répétition, on donne parfois du Benadryl en prophylaxie pour prévenir ces récidives. Il est toujours important de déclarer la réaction, même s'il s'agit d'une réaction mineure, par la feuille de déclaration. Pour ce qui est des réactions allergiques majeures, c'est des réactions qui surviennent pendant ou 4 heures après la fin de la transfusion. On a des signes et symptômes d'allergie mineure, mais cette fois-ci accompagnés d'obstruction des voies respiratoires ou obstruction laryngée avec un stridor. Peut aller jusqu'à l'hypotension, la syncope et même le choc anaphylaxique qui peut survenir dans les quelques minutes du début de la transfusion. La cause de la réaction allergique majeure, c'est la présence d'un anti-IgA chez un patient qui est déficient en IgA. Et survient, comme je disais, dans les premières minutes généralement de la transfusion, d'où l'observation serrée pendant les 15 premières minutes. Lorsqu'on suspecte ce type de réaction, on va faire un bilan par un dosage d'IgA à Héma-Québec qui ont un test plus sensible que ce que l'on peut offrir au laboratoire de l'hôpital. Le traitement d'une réaction allergique majeure, évidemment, c'est de suspendre immédiatement la transfusion, assurer un support pour la tension artérielle avec l'hydratation, l'oxygène au besoin, l'utilisation de Benadryl, d'épinéphrine, de Solcortef et de ranitidine pour bloquer la réaction. De façon préventive, lorsqu'on a identifié la présence d'un anticorps anti-IgA chez un patient, s'il a besoin de produits sanguins, on va utiliser par la suite des produits cellulaires lavés ou des produits de donneurs qui sont déficients en IgA. L'hémolyse immédiate, c'est une réaction qui survient pendant jusqu'à 24 heures après la transfusion. Les signes et les symptômes peuvent être de la fièvre, des frissons, bouffées de chaleur, peut avoir une légère hypotension, peut avoir de l'ictère. On peut retrouver également des urines rouges ou de couleur cola parce qu'il y a une hémolyse avec hémoglobinurie. On peut retrouver également un saignement diffus, entre autres un patient qui est sous anesthésie générale, qui reçoit une transfusion et qui se met à saigner de façon diffuse au niveau capillaire. Ça peut être un signe de coagulation intravasculaire disséminée associée à une hémolyse immédiate. Le patient peut se plaindre également de douleurs dorso-lombaires, thoraciques ou abdominales. Peut avoir un tableau digestif. Et encore une fois, un patient qui est sous anesthésie générale, on peut remarquer là, une diminution de la diurèse avec une oligurie. Ces signes et symptômes-là vont s'accompagner d'hémoglobinémie, d'une augmentation de la bilirubine indirecte, témoignant de l'hémolyse. Il peut y avoir, comme je disais, de l'hémoglobinurie avec des urines foncées, une augmentation des LDH et des AST, une diminution de l'aptoglobine
et une diminution ou une augmentation insuffisante de l'hémoglobine post-transfusion, témoignant de la destruction des globules rouges. La cause la plus fréquente, ça va être une erreur cléricale avec incompatibilité ABO, donc un patient de groupe O qui a des anticorps anti-A et qui par erreur recevrait un culot de groupe A. Le bilan à faire, c'est un bilan de réaction transfusionnelle complet, incluant des tests de compatibilité pré- et post-transfusionnelle. Le traitement, donc dès qu'on suspecte un tel tableau, il faut arrêter immédiatement la transfusion et maintenir une hydratation adéquate pour que la diurèse se maintienne, parce que lorsque les globules rouges sont détruits, c'est éliminé par le rein et il y a un risque d'insuffisance rénale aiguë. La prévention, bien, c'est par l'identification du patient au chevet, la double détermination du groupe ABO qui est demandé avant l'administration d'un culot, les tests de compatibilité qui sont faits avant l'administration d'un culot et la dernière vérification au chevet du produit avec l'identité du patient et le bordereau pour s'assurer que toutes les étapes ont bien été respectées. L'hémolyse retardée, c'est une réaction d'hémolyse qui survient plus de 24 heures après la transfusion et jusqu'à 28 jours suivant la transfusion. Les signes et les symptômes sont plus frustres. Ça va être surtout une diminution inexpliquée ou une augmentation inadéquate de l'hémoglobine. On peut aussi retrouver des urines foncées ou de couleur coke, un léger ictère et il doit y avoir une confirmation biologique là, d'hémolyse avec baisse d'aptoglobine, augmentation de la bilirubine et des LDH, augmentation des réticulocytes également. Et on va démontrer la présence chez ces patients d'un halo anticorps. La cause de l'hémolyse retardée va être la présence d'un anticorps qui est non détecté ou non détectable avant la transfusion. Le bilan, encore une fois, c'est un bilan d'hémolyse avec les réticulocytes, la bilirubine, l'LDH, l'aptoglobine. On va faire un Coombs direct et on va répéter une recherche d'anticorps si on suspecte une telle réaction. Il n'y a aucun traitement. Souvent, ça va être une hémolyse très légère. Alors, ça peut être de retransfuser le patient s'il demeure anémique, mais en s'assurant que les culots sont bien compatibles. La prévention, ben, c'est grâce au sommaire transfusionnel où on a documenté la présence antérieure d'anticorps, même s'ils ne sont pas décelables au moment de la transfusion. On va respecter la compatibilité avec ces anticorps. On va toujours refaire une recherche d'anticorps chez le patient avant de faire une transfusion. On va faire un phénotype des globules rouges du patient et du culot pour s'assurer que le culot est bien compatible et un dernier test de compatibilité avant la transfusion chez les patients avec anticorps. Les réactions sérologiques retardées, c'est le développement d'un ou de nouveaux allo-anticorps, mais sans hémolyse biochimique. Et c'est une découverte qui va être faite par la banque de sang lorsqu'on fait un dépistage d'anticorps avant la transfusion d'un culot globulaire. La réaction fébrile non hémolytique, donc c'est une réaction qui survient jusqu'à 4 heures après la fin de la transfusion. Une augmentation de la température de 1 degré Celsius ou plus et une température buccale d'au moins 38,3. Il peut y avoir des symptômes comme des céphalées, il peut y avoir des nausées, des malaises, des vomissements légers, ou ça peut être un frisson avec ou un frisson solennel sans augmentation franche de la température. Il n'y a pas dans ce cas-là d'évidence d'hémolyse, d'infection bactérienne transmise par la transfusion, ni toute autre cause pouvant expliquer la fièvre. La cause de la réaction fébrile non hémolytique, c'est la présence de cytokines telles que les interleukines 1, 6, 8 et les TNF-alpha. C'est des cytokines qui sont produits par les leucocytes qui sont présents dans le produit sanguin et qui vont stimuler la production de prostaglandine par l'hypothalamus et la prostaglandine fait augmenter la température. Devant une telle réaction de fièvre, il faut faire un bilan de réaction transfusionnelle complet. On va vouloir plus loin quel est le bilan à faire. Dans une réaction fébrile, on se doit d'arrêter la transfusion immédiatement parce qu'il pourrait s'agir d'une contamination bactérienne ou encore d'une réaction hémolytique immédiate. Donc, il n'y a pas de chance à prendre, on arrête la transfusion. Il n'y a pas vraiment de prévention à faire dans les réactions fébriles non hémolytiques. À l'occasion, chez des patients qui ont tendance à faire à répétition ce type de réaction, on peut donner du Tylenol, mais ce n'est pas recommandé d'emblée. L'infection bactérienne, c'est une réaction septique qui survient durant ou jusqu'à 24 heures après la fin de la transfusion.
Ça va se manifester par, des symptômes de septicémie avec fièvre, frissons, hypotension. Ça peut aller jusqu'au choc septique. La dyspnée également peut être un symptôme d'une infection bactérienne. La cause d'une infection bactérienne, c'est la contamination au moment du don, soit que le donneur est porteur d'une infection qui est asymptomatique au moment du don, ou lorsqu'il y a manipulation des produits sanguins. Donc, les circuits peuvent être ouverts à certains moments et ça peut entraîner une contamination des culots globulaires ou des autres produits sanguins. Les bactéries que l'on retrouve le plus fréquemment sont le staphylocoque, entre autres parce qu'il est au niveau de la peau, les bacillus, l'entérocoque, le streptocoque, le Klebsiella, le E. coli, le pseudomonas et le Yersinia. Si on suspecte une infection bactérienne, on fait un bilan de réaction transfusionnelle complet, incluant les hémocultures du patient et la culture du produit sanguin. Encore une fois, devant une telle réaction, il faut arrêter immédiatement la transfusion. Et si la fièvre est importante et qu'il y a un tableau de choc septique, on va administrer des antibiotiques intraveineux à large spectre. Comment on peut prévenir une infection bactérienne? Bien, entre autres, c'est en respectant le délai maximal pour la transfusion de 4 heures une fois que le produit est sorti de la banque de sang. Pourquoi? Parce qu'à température pièce, le produit sanguin devient un bon bouillon de culture. Donc, s'il y a des bactéries qui sont présentes dans le produit sanguin et qu'on laisse le produit à température pièce, on augmente le risque de transmission bactérienne. L'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel ou TACO, c'est une réaction qui survient durant ou jusqu'à 6 heures après la fin de la transfusion. Alors, ça va se manifester par une dyspnée sévère, une hypertension, la tachycardie, il peut avoir une distension des veines jugulaires, une augmentation du NT-proBNP qui témoigne de la surcharge, des signes radiologiques de surcharge pulmonaire, un bilan liquidien positif dans les 24 heures suivant la transfusion sanguine. Les causes, ben, en fait, c'est surtout des facteurs de risque. Donc, si on infuse le produit à haut débit très rapidement, chez les patients qui sont plus âgés, particulièrement en haut de 85 ans, chez les patients qui sont déjà connus insuffisants cardiaques ou insuffisants rénales, chez des patients qui ont une anémie chronique, donc c'est des patients qui sont habitués de fonctionner à certains niveaux d'hémoglobine et si on augmente très rapidement leur hémoglobine, ceci peut occasionner une surcharge pulmonaire. Et chez les patients qui ont une hypoalbuminémie également. C'est comme je disais, au tout début, la réaction qui cause le plus de décès actuellement et c'est probablement encore une des réactions qui est sous-rapportée. Le bilan à faire inclut une radiographie pulmonaire, un dosage de NT-proBNP et un dosage d'Ingesta excreta. D'ailleurs, ce bilan-là a été rajouté dans l'ordonnance collective de réaction transfusionnelle. Alors, voici l'image radiologique d'un TACO, d'un édème pulmonaire. Donc, c'est un édème pulmonaire classique comme on en voit chez les patients insuffisants cardiaques. Le traitement, c'est évidemment les diurétiques. Ça peut être aussi un support ventilatoire si le patient désature, mais généralement, ça va répondre rapidement aux diurétiques. La façon de prévenir cette réaction-là, c'est en ralentissant la vitesse d'administration, mais toujours en respectant le délai maximal de 4 heures. Chez certains patients à risque, on peut administrer du Lasix avant la transfusion ou entre les transfusions au besoin. On recommande toujours, de transfuser 1 kilo à la fois et d'évaluer la réponse avant de transfuser un deuxième kilo. Et un rappel sur les volumes transfusionnels. Donc 1 kilo globulaire, c'est environ 350 millilitres. Un plasma, ça va de 200 à 250 millilitres. Les unités de plaquettes, ça va de 200 à 300 millilitres et des cryoprécipités, c'est environ 100 millilitres. L'édème aigu pulmonaire lésionnel post-transfusionnel ou communément appelé le TRALI, c'est une réaction qui survient durant ou jusqu'à 6 heures après la transfusion chez un receveur qui n'avait pas de lésion pulmonaire aiguë avant la transfusion. Alors, les signes et symptômes qu'on va retrouver, c'est un tableau de détresse respiratoire de l'adulte avec une hypoxémie qui va se manifester, entre autres, par une désaturation en bas de 90 à l'air ambiant. On peut retrouver dans le trali de la fièvre et de l'hypotension. Ça peut être quelque chose qui permet de distinguer avec l'édème aigu pulmonaire, car avec l'édème aigu pulmonaire, on a plutôt une hypertension et on n'a pas de fièvre.
Et on va retrouver une infiltration pulmonaire bilatérale sur la radiographie pulmonaire. Évidemment, sans évidence d'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel et sans autre facteur de risque pour une lésion pulmonaire aiguë. Donc, voici l'image d'un trali. Ça ressemble étrangement à un édème aigu pulmonaire de type TACO. Donc, la distinction ne va pas se faire au niveau radiologique, mais ça va se faire au niveau clinique et entre autres au niveau du dosage de NT-proBNP. La cause du trali, c'est une séquestration de neutrophile dans la microvascularisation pulmonaire suite à une blessure au niveau endothélial. Et par la suite, il va y avoir une activation de ces neutrophils par des anticorps anti-HLA ou des anticorps anti-neutrophiles ou des lipides bioactifs qui sont présents dans le plasma de la transfusion et qui vont provoquer des dommages inflammatoires au niveau pulmonaire. Tous les produits sanguins labiles peuvent être associés au trali, pas seulement les culoglobulaires ou les plasmas. Donc, dans les facteurs de risque de développer un trali, les patients aux soins critiques, en choc ou sont sous ventilation avec pression ventilatoire élevée, donc il y a plus de dommages endothéliales, pulmonaires chez ces patients-là. L'éthylisme chronique, le tabagisme, un niveau élevé d'interleukine 8, donc des patients avec un état inflammatoire, une balance liquidienne positive. Les produits qui contiennent un plus grand volume de plasma sont plus à risque et les produits de donneurs féminins ayant eu des grossesses, donc plus à risque d'avoir développé des anticorps anti-HLA ou anti-neutrophiles. Le traitement, c'est essentiellement le support ventilatoire. Les diurétiques n'ont pas vraiment d'effet chez ces patients-là avec trali et le taux de décès rapporté est jusqu'à 17. La façon de prévenir le trali, lorsqu'un plasma d'un donneur est impliqué dans un trali, il va être mis en quarantaine et lorsque le trali est confirmé, ben, ce donneur va être retiré afin d'éviter que la réaction se reproduise chez un autre receveur. Et aussi au niveau du choix de donneurs de plasma et de plaquettes à Héma-Québec qui exclut les femmes ayant eu des enfants, donc plus à risque d'avoir dans leur plasma des anticorps anti-HLA. Il y a également ce qu'on appelle l'édème aigu pulmonaire lésionnel post-transfusionnel possible ou TRALI possible. Toujours une réaction qui survient durant ou jusqu'à 6 heures après la transfusion chez un receveur qui ne présentait pas de lésion pulmonaire aiguë avant la transfusion, mais qui avait un des facteurs de risque suivants, donc un facteur de risque de développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Le patient donc est en choc, qui a eu une aspiration, trauma multiple, une pancréatite aiguë, pneumonie, des brûlures sévères, une septicémie sévère, contusion pulmonaire ou des lésions pulmonaires par inhalation toxique ou par brûlure, patient sous circulation extracorporelle, une intoxication par des surdoses médicamenteuses ou une noyade. Il y a également ce qu'on appelle la dyspnée aiguë post-transfusionnelle. C'est une réaction qui se présente dans les 24 heures suivant la fin de la transfusion. Donc, c'est un tableau de détresse respiratoire pour laquelle on a exclu le trali possible, l'édème aigu post-transfusionnel, la réaction allergique majeure et qu'il n'y a pas de conditions sous-jacentes de détresse respiratoire. L'hypotension post-transfusionnelle, c'est une réaction qui survient durant ou jusqu'à 4 heures après la fin de la transfusion. Alors, les signes et symptômes, c'est une baisse de tension artérielle d'au moins 30 millimètres de mercure, de tension systolique ou diastolique, et une tension artérielle inférieure ou égale à 80 pendant la transfusion, dans les 4 heures suivant la transfusion. La cause de cette hypotension, c'est une réaction qui est plus fréquente chez les receveurs qui prennent un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui bloque qui implique la présence de bradykinin. Le traitement de l'hypotension post-transfusionnelle, c'est évidemment d'arrêter la transfusion parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas déterminer est-ce que c'est une réaction de type contamination bactérienne, le patient va développer un choc. Est-ce que c'est une réaction hémolytique aiguë? Donc, on arrête la transfusion, on fait un bilan de réaction transfusionnelle s'il y a d'autres symptômes associés à ce moment-là. Le purpura post-transfusionnel, c'est une réaction qui survient dans les 5 à 10 jours suivant la fin de la transfusion. Ça va se manifester par un purpura avec des hémorragies des muqueuses, des épistaxis, il peut y avoir un saignement digestif ou urinaire
et on va confirmer la présence d'anticorps antiplaquettaires. La cause d'un purpura post-transfusionnel, c'est la présence d'anticorps antiplaquettaires de type HPA. C'est le même type d'anticorps qui sont impliqués dans le purpura néonatal. Le traitement, ça va être un support transfusionnel avec des plaquettes HPA compatibles lorsqu'on a démontré la présence d'un tel anticorps chez le receveur. Si le receveur a besoin d'autres transfusions, on peut avoir accès à des produits qui sont HPA compatibles pour ces patients-là. La réaction du greffon contre l'autre, c'est une réaction qui survient de 1 à 6 semaines après la transfusion. Elle peut se manifester par de la fièvre, une éruption cutanée, une cystolyse hépatique ou une cholestase, une pancytopénie avec hypoplasie ou aplasie au niveau de la moelle, des diarrhées. Et si on fait une biopsie cutanée ou une biopsie hépatique ou une biopsie du côlon, on va avoir des anomalies histopathologiques qui sont caractéristiques de la réaction du greffon contre l'autre. Et on peut aussi démontrer un chimérisme hématopoïétique en retrouvant à la fois dans le sang circulant les cellules du donneur de sang et du receveur. La cause d'une telle réaction, c'est la présence de lymphocytes du donneur qui se retournent contre le receveur. Alors, ça va arriver si on a des donneurs qui sont homozygotes au niveau HLA et un receveur qui est hétérozygote. Et ça peut survenir également chez un receveur s'il y a une diminution de l'immunité cellulaire qui ne sera pas capable de reconnaître et de détruire les lymphocytes du donneur. Le traitement est essentiellement un traitement de support et il y a plus de 90 de décès si une telle réaction survient. C'est exceptionnellement rare. Pourquoi? On fait la prévention de cette réaction-là par l'irradiation des culots, des plaquettes et des granulocytes. L'irradiation permet la destruction des lymphocytes dans le produit transfusé. Et on va faire ça lorsqu'il y a des facteurs de risque de réaction de greffon contre l'autre. Donc, lorsqu'on fait un don HLA compatible ou apparenté. Chez les patients qui ont une maladie de Hodgkin, chez des patients ayant reçu certains agents de chimiothérapie qui diminuent l'immunité cellulaire pendant de longues périodes. Les patients également qui ont reçu de l'ATG et chez les patients qui vont recevoir une allogreffe de moelle pendant la période de conditionnement et post-allogreffe de moelle osseuse lorsque leur immunité cellulaire est diminuée. Pour ce qui est de la transmission infectieuse, c'est encore probablement ce qui fait beaucoup peur aux patients lorsqu'on leur parle des risques transfusionnels, mais on peut les rassurer grandement. Regardez, le risque pour le VIH est 1 sur 31 millions. Hem, Probablement qu'il y a plus de chances de se faire frapper par la foudre que d'attraper le VIH par une transfusion sanguine. Même chose pour l'hépatite C. Le risque est un peu plus élevé, mais encore, ça demeure très, très bas pour l'hépatite B. L'hépatite A est très rare. Le HTLV, c'est très rare également. Le virus du Nil, c'est selon la saison, mais le risque est faible. Il y a d'autres virus également qui peuvent être transmis, tels que le parvovirus, le CMV, mais les risques sont faibles. La malaria, le Creutzfeldt-Jakob, ça demeure un risque théorique, bien que certains donneurs sont exclus s'ils viennent de certaines régions, mais le risque est encore théorique et ça a été rapporté également avec le virus Zika. La prévention pour diminuer le risque de transmission infectieuse, ben, se fait par des tests de dépistage qui sont devenus très, très, très sensibles pour le VIH et l'hépatite C et l'exclusion de donneurs ou de voyageurs dans les régions endémiques telles que des patients qui ont voyagé dans des régions avec le Zika ou la malaria. Également, les collectes de sang par Héma-Québec ne se feront pas en période, élevée dans des régions où il y a beaucoup de virus, du Nil. Un bref mot sur les réactions transfusionnelles qui sont associées aux immunoglobulines intraveineuses. Il peut y avoir une hémolyse qui est secondaire aux immunoglobulines. La réaction hémolytique survient dans les 10 jours suivant l'administration des immunoglobulines intraveineuses et ça va être dû au transfert passif d'anticorps anti-A ou anti-B, là, chez des donneurs qui seraient A ou qui seraient B. Il y a environ un tiers des patients qui vont développer un Coombs direct post-immunoglobuline intraveineuse sans nécessairement avoir une hémolyse cliniquement significative. Donc, y penser chez un patient dont l'hémoglobine chuterait post-immunoglobuline ou qui aurait un tableau fruste d'hémolyse.
On peut voir aussi des méningites aseptiques ça va se manifester par des céphalées, des signes d'irritation méningée. Ça survient généralement dans les 48 heures après la fin de la transfusion et on peut démontrer à ce moment-là une protéinorachie dans le liquide céphalorachidien, donc une augmentation des protéines, mais évidemment, ça va être aseptique, donc on ne pourra pas démontrer la présence de bactéries ou de virus. Il y a aussi des céphalées secondaires aux immunoglobulines, c'est relativement fréquent. Donc, c'est des céphalées qui sont isolées. Ça survient dans les 48 heures après la fin de l'infusion des immunoglobulines. Et chez ces patients-là qui ont tendance à faire des céphalées récurrentes, on peut donner du Tylenol pré-immunoglobuline. Ce qu'on voit également souvent, c'est une intolérance aux immunoglobulines. Donc, c'est une réaction qui survient dans les 24 heures suivant la fin de l'infusion. Ça peut être des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires ou articulaires vagues, la fatigue, des étourdissements. La façon de prévenir cette intolérance-là, c'est vraiment d'administrer les immunoglobulines au débit progressif tel que prescrit. Et parfois, on va modifier le type d'immunoglobulines. Donc, on a différentes sortes d'immunoglobulines. Certains patients vont réagir plus à certaines immunoglobulines que d'autres. On peut aussi avoir des allergies mineures et majeures. On peut faire aussi des réactions fébriles non hémolytiques avec les immunoglobulines. À ce moment-là, il s'agit de faire le même bilan que pour les autres types de réactions transfusionnelles avec les autres produits sanguins. Donc, le bilan de réaction transfusionnelle, on a les outils pour la banque de sang, donc on a une liste et au niveau des soins infirmiers en inhalothérapie, vous avez un protocole infirmier, le protocole 010, évaluation et surveillance lors de la transfusion de produits sanguins labiles et ou stables. Et également, il y a une ordonnance collective, l'ordonnance collective 071, initier un bilan de réaction transfusionnelle. Donc, parmi, les éléments de cette ordonnance-là, il y a le code 50, les hémocultures, le NT-proBNP, le rayon X pulmonaire et le dosage d'injecta excréta. Vous avez ici un petit tableau qui résume, selon les manifestations cliniques, heu, les signes ici et les produits sanguins, quels sont les, tests ou les prélèvements à réaliser selon le type de réaction que vous avez. Par exemple, si un patient fait de l'urticaire, on n'a pas à faire de bilan sanguin ou d'autres, on fait juste remplir la déclaration. Pour les patients qui font de la fièvre, à ce moment-ci, on regarde si c'est un culot globulaire. Donc, on va faire une étude post-transfusionnelle pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une incompatibilité ABO. Mais on va également faire des hémocultures de l'usager et on va faire une hémoculture, du produit sanguin qu'on doit retourner à la banque de sang pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une contamination bactérienne. Si le patient présente une dyspnée, à ce moment-là, donc on va faire encore une fois, un bilan pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une contamination bactérienne, mais on va également faire un NT-proBNP, rayon X pulmonaire et injecta excreta, qui va nous permettre de distinguer entre une édème aiguë pulmonaire, un trali ou une dyspnée post-transfusionnelle. Donc ce tableau-là est très pratique pour savoir quel bilan initier selon le type de réaction et selon le type de produit utilisé. Alors ça, c'est le rapport d'événements indésirables associés à la transfusion, donc le formulaire AH520 que vous connaissez tous. C'est initié lors de la réaction transfusionnelle ou lorsqu'un incident est identifié, par exemple, à la banque de sang. Donc, le personnel sur l'unité de soins, lorsque la réaction survient, doit initier cette déclaration-là. Par la suite, le chargé clinique de sécurité transfusionnelle va recueillir les informations complémentaires avec l'étude du dossier. Et une fois cela fait, ça va être analysé et signé par moi, la directrice de la banque de sang, pour déterminer le type de réaction, la sévérité et s'il y a eu des conséquences ou pas chez l'usager. Et tout ça va être transmis au système d'hémovigilance provincial et analysé par l'INSPQ qui va permettre de donner des données sur, le système d'hémovigilance québécois. Un mot sur le consentement. On en parle à chacune des présentations sur les produits sanguins et la transfusion. Un rappel que c'est une obligation légale des professionnels de la santé qui sont habilités à prescrire des produits sanguins. Donc, ça inclut, les médecins, mais également les infirmières praticiennes qui prescrivent des produits sanguins.
Ça fait partie du code de déontologie des médecins du Québec et c'est également une norme CSA sur les produits le sang et les produits sanguins labiles qui doit être respectée lors de la visite d'accréditation. Qu'est-ce que c'est le consentement? En quoi ça consiste? D'abord, il faut informer le patient des résultats et des bénéfices attendus avec la transfusion du produit sanguin. Il faut l'informer des risques associés à la transfusion. Alors, on doit parler des risques qui sont bénins mais fréquents, par exemple la réaction fébrile non hémolytique, la réaction de l'allergie mineure, qui sont des risques fréquents mais sans conséquences. Mais il faut également parler des risques graves mais peu fréquents. Par exemple, l'édème aigu pulmonaire, le trali, c'est des risques qui doivent être expliqués aux patients. On doit parler des alternatives lorsqu'elles sont disponibles. Elles ne sont pas toujours disponibles, mais parfois, plutôt que de donner un kilo globulaire chez un patient qui a une anémie par manque de fer, on peut peut-être donner du fer péros ou intraveineux et arriver moins rapidement, mais au même résultat qu'avec une transfusion sans les risques associés. Et enfin, tout ça doit être documenté clairement au dossier. Actuellement, on suit cet indicateur qualité en banque de sang. Au niveau de l'hôpital, on voit qu'il y a un taux de conformité pour l'obtention du consentement de l'ordre de 80. C'est une nette amélioration, au cours des dernières années. Il y a des outils pour aider au consentement. Il y a un outil destiné aux médecins qui est disponible sur, l'intranet et également un outil pour répondre aux questions des patients qui a été produit par, le ministère de la Santé. Donc, en conclusion, les produits sanguins sont très utiles, essentiels dans plusieurs situations, mais potentiellement risqués, comme vous avez vu. Le personnel du laboratoire et le personnel qui les transfuse doivent les manipuler avec soin en respectant les procédures. Donc, la double identification positive au chevet du tube et du produit, la surveillance des signes vitaux selon les protocoles, la vigilance en banque de sang lors de la distribution afin de respecter les directives, de regarder le sommaire transfusionnel, et tout ça doit être bien documenté au dossier. Enfin, obtenir le consentement éclairé du patient par le personnel qui est responsable de la prescription du produit sanguin. Juste un rappel, à la Cité de la santé, nous avons obtenu la certification transfusée avec soin. Ce que c'est cette certification-là, ça fait partie du mouvement Choisir avec soin, Choosing Wisely, ça concerne l'utilisation judicieuse des produits sanguins. Car la façon de diminuer les risques associés à la transfusion, c'est de les utiliser dans les situations qui le requièrent. Notamment d'éviter de transfuser 2 kilos à la fois et d'abaisser les seuils transfusionnels pour les kilos en bas de 80 grammes par litre d'hémoglobine lorsque la situation clinique le permet. Alors, on va revenir à notre quiz initial avec les réponses. Donc, pour ce qui est de la réaction transfusionnelle la plus fréquente, c'est la réaction fébrile non hémolytique, suivie de l'allergie mineure. Le produit qui cause le plus de réactions transfusionnelles, ce sont les transfusions de plaquettes. La première cause de décès associée à une transfusion, c'est l'édème aigu pulmonaire post-transfusionnel. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est toujours sous-déclaré comme réaction transfusionnelle. Donc, c'est important d'y penser chez un patient qui démontre un tableau respiratoire dans les 6 heures suivant une transfusion, de faire un bilan en conséquence. Lorsqu'il y a une réaction transfusionnelle, il faut toujours faire une déclaration de réaction transfusionnelle. Le bilan n'est pas toujours requis, par exemple, lorsqu'on a une réaction allergique mineure. Les hémocultures, en l'absence de fièvre ou d'hypotension de dyspnée, ce n'est pas nécessaire. Et Héma-Québec n'a pas à être avisé immédiatement, à moins qu'il y ait une complication grave telle qu'un décès. Mais ça, c'est la banque de sang qui s'occupe de transmettre l'information. Si un patient fait de la fièvre avant une transfusion de plaquettes, aucune de ces réponses. Heu, c'est sûr qu'on peut donner la transfusion parce que la définition d'une réaction fébrile, c'est une augmentation d'1 degré Celsius ou plus et une température en haut de 38,3. Donc un patient qui a 38,4 au moment d'initier la transfusion, on commence la transfusion. Si la température augmente à 39,4, à ce moment-là,
on arrête la transfusion et on fait un bilan de réaction transfusionnelle. On doit donner du Tylenol pour faire baisser la fièvre. Ben, si cliniquement ce n'est pas indiqué, on ne donne pas de Tylenol. On doit faire des hémocultures avant de débuter la transfusion, ben, selon l'état clinique du patient, mais ce n'est pas requis. On appelle le médecin prescripteur, mais le médecin prescripteur va probablement dire donner la transfusion et surveiller les signes vitaux. On appelle la banque de sang, encore une fois, ce n'est pas requis. On va dire suivez la prescription médicale. Alors voilà la présentation sur les réactions transfusionnelles. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Nous sommes toujours disponibles s'il y a d'autres questions, si vous souhaitez d'autres présentations. On a nos chargés cliniques et techniques de sécurité transfusionnelle qui peuvent aussi répondre aux questions du personnel. Merci.